C'est parti. Gérald Darmanin, Monsieur le Ministre, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Brut. Alors, comme vous le savez, l'audience de Brut, elle est très large. On est très suivi sur les réseaux sociaux et en particulier chez les jeunes qui se posent beaucoup de questions sur les sujets qui les concernent et ils n'ont pas forcément la possibilité de vous les adresser. Alors, vous nous avez envoyé cet appel à questions qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et donc je vais servir pendant cette prochaine heure à pouvoir vous poser toutes les questions de la communauté Brut. Mais pour commencer, je voudrais revenir sur un sujet d'actualité, ce drame qui a eu lieu ce week-end en Seine-et-Marne. Un adolescent de 17 ans qui est décédé après un refus d'obtempérer à scooter. Quelle est votre réaction 48 heures après les faits, Gérald Darmanin? D'abord, c'est une pensée évidemment pour lui, pour sa famille, et puis pour l'autre personne qui est victime de cet accident et qui, je sais, lutte pour la vie au moment où je parle. Donc, quel que soit ce qu'ils ont fait, quel que soit ce que dira l'enquête, des morts sont évidemment toujours un drame, et des morts de jeunes garçons, je suis père, c'est évidemment toujours un drame. Et personne ne mérite de mourir pour un refus d'obtempérer, ni un policier ni un gendarme. Il meurt aussi pour ces refus d'obtempérer, ni évidemment ceux qui seraient responsables de ces refus d'obtempérer. Alors quels sont les éléments que vous avez à votre disposition au moment où on se parle? Là, il y a une enquête qui est ouverte par la justice, mais de ce que j'ai compris, donc c'est dans le 77, il y a un scooter qui est conduit avec un passager qui refuse de s'arrêter à la demande des forces de l'ordre et va s'encastrer, si j'ai bien compris, avec une autre voiture qui n'est pas celle de la police. Et donc connaît les gravités des faits qu'on évoque. Je comprends du procureur de la République, c'est lui qui l'a dit, qu'il n'y avait pas eu de contact avec la police, qu'il n'y a pas eu de contact et que c'est à la suite de ce refus d'obtempérer qu'il y aurait ces graves événements. Voilà, alors est-ce que celui qui est conducteur, est-ce qu'il était sous l'emprise de stupéfiants ou pas? Est-ce qu'il avait ou pas un permis pour conduire ce gros scooter, hein? Ce n'est pas un petit scooter. Bon, je pense que l'enquête le dira, c'est toujours un drame, mais je veux aussi redire que quand un policier ou un gendarme vous demande de vous arrêter, il faut vous arrêter. Il y a une question aussi qui revient régulièrement sur ce type de fait, c'est quoi la règle pour les policiers sur les refus d'obtempérer à scooter? Est-ce que la course-poursuite, entre guillemets, elle doit être systématique ou il y a un cas par cas? Non, elle n'est pas systématique. Elle prévoit en effet que, alors scooter, quad, moto, voiture, tout ça, c'est évidemment la même chose, hein. S'il y a danger, mise en danger de la vie d'autrui. J'ai été maire pendant très longtemps dans ma commune à Tourcoing, j'ai connu ces drames, y compris dans ma commune. Il est évident que ces drames, c'est parfois ceux qui conduisent, qui peuvent bien sûr mourir à la suite de ce refus d'obtempérer, mais aussi ils peuvent tuer des gens. Une dame qui traverse avec ses enfants, si le scooter, si la voiture, si le quad continue sa course folle, ben les policiers, ils doivent empêcher qu'ils écrasent d'autres personnes, qui s'encastrent dans une autre voiture et qui commettent d'autres morts. Voilà. Donc ce n'est pas systématique. Et je veux redire ici que grâce aux moyens modernes, les drones, les caméras, on arrive à retrouver les auteurs sans pouvoir tout le temps les poursuivre. Alors on parle des caméras, justement, il y a une question qui revient au sein de la communauté Brut sur les caméras piétons. Pourquoi il n'y a pas un allumage systématique et en tout temps? On sait par exemple qu'aux États-Unis, toutes les interventions de police sont filmées en intégralité. Est-ce qu'on pourrait aller vers ça en France? Tout est à étudier. La police, elle n'a rien à cacher. La gendarmerie, elle n'a rien à cacher. Vous savez, ces caméras piétons que j'ai voulu généraliser à la demande du président de la République, hein, puisqu'au 1er janvier, tous les policiers, tous les gendarmes, quel que soit ce qu'ils font, auront cette caméra sur eux. On peut imaginer effectivement de continuer à filmer en continu. C'est ce qu'on fera d'ailleurs avec des caméras. Donc vous êtes favorable à cette idée de filmer en continu? En tout cas, moi, les policiers et les gendarmes, ils n'ont rien à cacher. Et souvent, d'ailleurs, les images démontrent qu'ils ont agi dans de bonnes conditions. Et quand un policier ou un gendarme se comporte mal, il est normal de le sanctionner. Mais a priori, évidemment, le policier et le gendarme, parce qu'il est formé pour, parce qu'il est officier de police judiciaire, il doit être écouté. Nous allons mettre aussi un système en place qui est peu connu à partir de début d'année prochaine. C'est des caméras qui seront sur les voitures de police pour regarder à l'extérieur, comme ça se fait aux États-Unis, où parfois d'ailleurs les polices américaines mettent sur Internet les images qu'ils ont filmées. Donc chez les pompiers, chez les policiers, chez les gendarmes, il y aura des caméras sur les voitures pour filmer les interventions. Qui peuvent être publiées, aujourd'hui, la loi, moi j'étais pour la publication de ces vidéos. Vous aurez constaté que le Parlement ne l'a pas voulu. C'était pendant la loi sécurité globale, parce qu'on n'est pas tout à fait des États-Unis. Mais moi, je n'ai rien à cacher. Et dès qu'on peut diffuser ces images, moi je suis favorable à les diffuser. Alors dans les sujets d'actualité en ce moment, il y en a beaucoup et un dramatique, c'était il y a 3 semaines, le jeune Thomas qui mourait poignardé à la sortie d'un bal à Crépol. Certains ont parlé d'une action raciste et préméditée. Le Parisien, cette semaine, qui a eu accès au dossier, donne une version différente. 3 semaines après les faits, donc précisément, que sait-on aujourd'hui? Alors d'abord, c'est un drame ignoble qu'un enfant de 16 ans, parce que c'est un enfant quand on a 16 ans, pardon pour ceux qui nous écoutent, mais puisse mourir de coups de couteau, évidemment. Et il faut condamner ça avec la plus grande des forces. Constater que ceux qui ont été interpellés, qui sont présumés innocents,
enfin, dont la gendarmerie a des preuves manifestement assez importantes pour les interpeller, pour les mettre en détention. Hein. 6 d'entre eux sont en détention alors que 4 d'entre eux sont mineurs. Sont des gens très connus des services de police. Voilà. Et donc ce qu'on peut d'abord dire, c'est que des gens très connus des services de police, parfois mineurs, qui ont 5, 6, 10, 15 faits dans leur casier, puissent encore être dehors et donner des coups de couteau, en tout cas l'un d'entre eux, à ce jeune Thomas. Mais on ne connaît pas encore les motivations. Il y a une enquête de gendarmerie. Moi, je ne suis pas là pour commenter à la place des juges et des magistrats. Mais quoi qu'il arrive, il y a eu un mort et que quel que soit ce mobile, il faut évidemment condamner les auteurs. Alors après Thomas, malheureusement, des jeunes qui meurent poignardés, il y en a eu 2 autres cette semaine. On pense notamment à Brice, 17 ans, à Valenton, à Kendi, 15 ans, à Aisanville. Cette question finalement qu'on se pose, est-ce qu'on vit dans un pays qui est de plus en plus violent ? Je pense qu'il y a une forme de violence qui est de plus en plus désinhibée. Voilà, moi-même, j'ai repris le mot d'ensauvagement. Je suis bien placé, ça fait 4 ans que je suis ministre de l'Intérieur, pour voir des choses de plus en plus ignobles, de plus en plus violentes, de plus en plus horribles. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de morts chaque année. En gros, si on regarde les faits depuis 15 ans, si je mets les attentats terroristes à part, on a à peu près 900 morts par an, parfois moins, parfois plus. Mais je crois que les morts sont de plus en plus violentes. Voilà. Et je pense que c'est un fait qui devrait intéresser notre société. Ceux qui sont les auteurs, comme ceux qui sont les victimes, sont de plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes. C'est vrai dans le terrorisme, c'est vrai dans la délinquance de droit commun. Et donc ça devrait nous inquiéter que des adolescents... Comment vous l'expliquez ? Je pense qu'il y a un énorme sujet d'autorité parentale, je pense qu'il y a un énorme sujet d'autorité à l'école, je pense qu'il y a un énorme sujet de présence des pères, je pense qu'il y a un énorme sujet de violence qui se voit sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a un ensemble de faits, il y a peut-être une immigration qui peut être mal contrôlée, il y a aussi des juges qui peut-être condamnent pas assez fort, peut-être que notre système judiciaire n'est pas assez ferme avec les plus jeunes d'entre nous, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait les jeunes de 1945, on juge encore les gens aujourd'hui avec la loi de 1945. Donc il faut qu'on se pose la question. Mais en tout cas, moi, je vois un rajeunissement des victimes comme un rajeunissement des auteurs. Et quand un adolescent de 14-15 ans donne des coups de couteau à un adolescent de 14-15 ans, ce n'est pas de la faute de la police. C'est, je crois, la faute de toute la société. Il faudrait qu'on y travaillions sérieusement. On parle des crimes, mais justement, aujourd'hui, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui est dans la rue aujourd'hui. Est-ce qu'il a plus de chances d'être agressé en 2023 qu'en 2013, en 2003, ou il y a 30 ans ? C'est ça aussi, quand on parle de sentiment d'insécurité et les faits aujourd'hui, est-ce que quand on sort dans la rue, il y a plus de chances d'être agressé aujourd'hui qu'il y a 30 ans ? Non, mais il y a de l'insécurité. Moi, j'aime pas le mot sentiment. Parce que, c'est employé par Elisabeth Borne. De manière générale, j'aime pas le mot sentiment parce que ça donne l'impression que ce que vous vivez n'est pas vrai. Et quand on est ministre, on est protégé. Voilà, j'ai des officiers de sécurité. Voilà, je ne vis pas ce que vivent les gens tous les jours. Et je pense que ce serait de leur donner une leçon de morale qui me paraît déplacée. Ils se diraient assez normalement, mais qu'est-ce qu'il en sait, lui ? Voilà. Moi, je vois des... C'est maladroit de la part de la Première ministre d'utiliser ce terme-là, du coup. Non, je crois qu'il y a à discuter sur les faits. Ce qui est à discuter sur les faits, c'est qu'il n'y a pas beaucoup plus d'homicides, de meurtres, si on regarde 15-20 ans. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a d'abord un effet de loupe par les faits divers, la télé d'information continue, ça n'existait pas il y a 20 ans, les réseaux sociaux, ça n'existait pas il y a 20 ans, et des violences de plus en plus sauvages. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, ce qu'il faut il faut réfléchir pour dire, voilà, comment on met fin à ça, comment on met plus d'autorité, comment la réponse de la justice est plus ferme, et comment on s'attaque plus jeune à la délinquance. Moi, je crois beaucoup que quand on est jeune, on ne passe pas de rien au meurtre. On a fait d'abord des bêtises, du vol à l'étalage, on a peut-être fait un refus d'obtempérer, on a peut-être menacé. Et puis comme la justice n'a pas été ferme, on avance, on continue à avancer finalement dans cette violence. Et moi je constate que les gens qui passent à l'acte dans le meurtre, ce n'est pas des gens qui n'ont aucun casier judiciaire, c'est des gens qui ont déjà été arrêtés par la police. Aussi de l'éducation nationale, de prendre sa part ? Alors, tout le monde doit prendre sa part. Les policiers et les gendarmes doivent prendre leur part, être présents et interpeller les gens, et bien sûr être présents tout le temps et de plus en plus fort. La justice doit prendre sa part en étant ferme, en condamnant les personnes très fermement et pas leur dire c'est dans 2-3 ans. L'éducation nationale doit prendre sa part en remettant le professeur au milieu. Ce n'est pas l'élève qui décide, c'est le professeur, et exclure les personnes lorsqu'elles ne respectent pas les règles. Les parents doivent prendre leur part, parce qu'on ne peut pas se désintéresser des enfants que l'on a mis au monde. La société doit prendre sa part. Quand il y a trop de misère dans un quartier, quand il y a trop de difficultés, quand il y a aussi trop de personnes qui sont issues de l'extérieur de notre pays, on crée les conditions des difficultés.
Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on doit se dire c'est pas de la faute des autres. Voilà. Donc moi je suis pour l'autorité partout, dans la rue, à la maison et bien évidemment pour la justice. Alors le week-end, il y a beaucoup d'interviews politiques et beaucoup de réactions. On en parlera un petit peu après sur la loi immigration. Il y a eu beaucoup de questions de la communauté brute. Mais pour revenir à Crépol, justement, il y a Édouard Philippe qui a été interrogé aujourd'hui par le JDD et qui a indiqué qu'il était bien possible qu'il y ait une nouvelle forme de racisme anti-blanc, comme il y a une ancienne forme de racisme anti-noir, anti-arabe ou anti-juif. Est-ce que vous partagez cet avis ? Oui, il y a du racisme. Mais du racisme contre les Noirs, il y a du racisme contre les Maghrébins, il y a du racisme contre les Juifs, il y a du racisme contre les Blancs, bien sûr. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Pourquoi? Mais là, après, il y a des discussions qui peuvent diverger. Je ne suis pas sûr qu'en donnant les prénoms des personnes, on arrive à dire qu'on pourrait les essentialiser, c'est-à-dire les réduire à leur personne et pas à leur comportement, et se dire, par définition, ceux-là peuvent passer plus à l'acte que les autres. Voilà, moi, mon deuxième prénom, c'est Moussa, mes deux grands-pères étaient de l'autre côté de la Méditerranée, et ils respectaient les règles de la République, et moi je refuse d'essentialiser les gens par leur prénom. C'est pas parce qu'on s'appelle Rachida ou Moussa qu'on peut plus passer à l'acte quand on s'appelle Jules ou Jean-Pierre. En revanche, ce qui est tout à fait vrai... Est-ce que vous seriez favorable, par exemple, que les prénoms des auteurs de faits, d'homicides, de délinquance soient publiés à chaque fois, dans un souci de transparence? Les prénoms, les noms, les adresses, parce qu'il faut aussi voir les adresses. Où habitent les gens? Voilà. Est-ce que c'est un quartier difficile, pas un quartier difficile? C'est pas pareil. Est-ce que vous êtes enfant d'ambassadeur ou enfant de chômeur? C'est pas pareil. Bon. Donc bien sûr, moi je suis pour rien cacher pour les Français. Mais c'est pas le police qui communique ça, c'est la justice, c'est le procureur de la République qui annonce les faits avec les prénoms, les noms, les adresses. Ce que vous faites aussi sur votre compte Twitter. Alors, vous remarquerez qu'il n'y a pas les prénoms, les noms, il y a des initiales, parce que je n'ai pas le droit de les donner, il n'y a pas les photos. Mais moi, j'ai décidé de publier désormais, tous les jours, ce que nous faisons pour expulser les étrangers délinquants. Moi, je suis pour que les étrangers qui respectent les règles de la République soient intégrés. Moi, mes deux grands-pères étaient étrangers, ils respectent les règles de la République, ils ont fait un petit-fils qui est ministre de l'Intérieur, c'est un magnifique pays que le nôtre. Voilà, comment en 2 générations on peut être un ministre dans un gouvernement et en charge de la police, voilà. Et en même temps, moi je suis persuadé qu'on doit expulser les étrangers délinquants qui ne respectent pas les règles de la République. Et je les ai publiés, tous les jours j'ai publié sur Twitter, pourquoi? Parce que les gens me disent c'est pas vrai, ça n'existe pas. Vous en dites que vous en expulsez 2500, c'est pas vrai, on les voit pas. Tous les jours, on en expulse 10, 15, 20, 30, et j'ai décidé de détailler un par un. Alors, dans les phrases politiques aussi qui ont fait réagir ces dernières semaines, c'est une ancienne qui a ressurgi sur les réseaux sociaux, c'est celle de votre prédécesseur, Gérard Collomb, décédé récemment et qui finalement a fait un peu écho avec ce qui s'est passé à Crépol, avec cette phrase « On vit côte à côte, je crains que demain on ne vive face à face ». C'était il y a près de 6 ans maintenant ces propos. Est-ce que vous rejoignez finalement ce que dit Gérard Collomb ou pas? Non, mais il y a un risque que la société se délite et il y a un risque évidemment de très grande violence. Alors, entre les communautés, j'aime pas ce mot, parce que moi, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Mais oui, il y a un risque. C'est pour ça que je me bats tous les jours. Et c'est pour ça que les policiers, les gendarmes se battent tous les jours. C'est la mer sans cesse recommencer. Mais vous savez, quand j'étais maire, si je devais m'arrêter lorsque les gens me disent voilà, la rue n'est pas propre. Et si je leur disais, vous savez, demain elle sera sale, on ne fait plus rien, on ne la nettoie plus jamais. La vie, notamment la vie politique, c'est tous les jours, essayer de nettoyer la rue, tous les jours essayer d'arrêter des délinquants. Et oui, le lendemain, la rue peut être sale, et oui, le lendemain, il peut y avoir des délinquants, mais il faut être ferme. Si on laisse tomber, on fait tous autre chose. Moi, je ferai autre chose que le dimanche, répondre à vos questions, je reprenne ma famille, je voyagerai, j'aurai peut-être une vie différente. Non, moi, j'y crois. Oui, il y a un risque, et je pense que si on remet de l'autorité, je pense que ce risque n'existera pas. À 17h21, on salue toutes les personnes qui nous regardent en direct sur Brut et qui réagissent actuellement. On rebondit notamment sur Romans-sur-Isère parce que suite à ces faits, il y a eu des groupuscules d'ultra-droite, notamment celui des Remparts lyonnais, qui est connu pour un certain nombre de faits de violence à de nombreuses reprises à Lyon. Est-ce qu'aujourd'hui, une procédure est en cours ou à venir contre ce groupe? Oui, les services de police et de renseignement y travaillent. J'ai jamais eu la main qui tremble, à la fois pour mettre fin à des mosquées salafistes d'islam radical, des associations d'islam radical, et contre l'ultra-gauche ou l'ultra-droite qui est dangereuse aussi, avec des attentats qui sont déjoués. Voilà. C'est bien plus grave pour l'islamisme radical parce qu'ils sont plus nombreux, 43 attentats déjoués, mais il y a eu 13 attentats déjoués pour l'ultra-droite. Donc j'ai mis fin. Solution à venir? Alors, moi, je présente, parce que vous savez, la liberté d'association, elle est très importante dans notre pays. C'est très fort juridiquement. Il faut donc que vous soyez très costaud
pour aller au Conseil des ministres, parce que ça se passe en Conseil des ministres, avec le président de la République qui juge ce que vous faites. Et après, il y a le Conseil d'État. Donc on ne va pas au Conseil des ministres si on n'a pas des éléments certains. Et aujourd'hui, oui, les services travaillent et enquêtent. Vous avez vu que j'ai annoncé la Citadelle à Lille. Là, nous sommes prêts. Nous allons dissoudre la Citadelle à Lille, qui est un groupement d'ultra-droite, un peu comme les remparts à Lyon. Vous avez vu que nous avons sur Génération Identitaire et d'autres, la division Martel la semaine dernière, été très dur contre l'ultra-droite, comme on est très dur contre l'ultra-gauche. Mais justement, quand on parle de ces groupes, on parle de Génération Identitaire, les remparts lyonnais sont un peu quelque part, en partie, le successeur de Génération Identitaire. Est-ce que ce n'est pas de la communication finalement de se dire, bon bah ces groupes on les dissout, puis finalement 3 mois plus tard il y a un autre groupe et c'est un... Non, on les empêche, c'est ce qu'on appelle en langage de renseignement les entraver, mais on les entrave administrativement. Ça continue les poursuites pénales. Il faut bien voir qu'il y a deux choses différentes. Le ministre de l'Intérieur, il ne fait pas des poursuites pénales. Lui, il fait des poursuites administratives. Plus de compte en banque, plus de réunions possibles, sinon c'est un délit. Et c'est grâce à ce travail pour leur dire vous arrêtez de vous réunir que s'ils se réunissent, on peut faire un délit et on peut les faire condamner par la justice. Donc c'est toujours très long, mais c'est ça l'état de droit de la démocratie. Quand on est contre quelqu'un, il faut avoir des preuves et c'est ce que nous faisons tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui il y a d'autres groupes d'ultra-droite que vous pouvez annoncer qui sont dans votre viseur très clairement? On y travaille, il y a beaucoup de groupes et le principe d'avoir des renseignements, c'est de ne pas les annoncer parce que sinon les gens feront attention quand ils téléphonent ou quand ils se réunissent. Donc je préfère l'efficacité des services de renseignement. Mais oui, il y a au moins 3 autres groupes d'ultra-droite que nous suivons. Et que, quels sont-ils? Justement, si je le dis, ils vont le savoir. Et s'ils vont le savoir, les policiers vont avoir plus de mal. Donc j'essaie d'être responsable dans ma communication. Un des groupes qui a été plus ou moins évoqué cet été, c'est le groupe Academia Christina, oui. Qui tenait une université d'été en présence d'individus connus pour violence et fichés S. En fait-il partie? Oui, et d'ailleurs là, nous avons les éléments et nous le présenterons en dissolution au Conseil des ministres dans les semaines qui viennent. Donc, l'annonce ce soir de la dissolution de ce mouvement qui avait fait parler l'été dernier. Un sujet très important puisque demain, à l'Assemblée nationale, le projet de loi immigration doit être examiné par les députés. On parle de 29 réformes, on a compté à la rédaction de Brut depuis 1980. Finalement, on se dit, qu'est-ce que vous souhaitez changer avec ce qu'on pourrait annoncer comme une énième loi? D'abord, le gouvernement du président de la République n'a modifié l'immigration qu'à 6 ans. Donc s'il y a eu 29 réformes depuis 1980, ce n'est pas nous, c'est d'autres gouvernements. Donc nous, tous les 6 ans, on fait un texte sur l'immigration. C'est normal, parce que l'immigration, ça change. Ça change du fait des réfugiés climatiques, de ce qui se passe au Sahel, de ce qui se passe au Niger, de ce qui se passe en Afghanistan. Les talibans sont arrivés, ce qui se passe en Ukraine. Ce n'était pas le cas il y a 6 ans. L'immigration, c'est le mouvement des gens à travers le monde. C'est normal de s'adapter à ce mouvement des gens à travers le monde. Ce texte, il prévoit 3 choses très simples. Très dur contre les étrangers délinquants. Aujourd'hui, je ne peux pas expulser la plupart des étrangers délinquants parce que la loi m'en empêche. Pas la Constitution, pas l'Europe, la loi. C'est la communication que vous avez faite sur Twitter hier en prenant une 50aine d'exemples. Mais oui, il y a aujourd'hui des meurtriers, des tueurs que je ne peux pas expulser, il faut que les Français le sachent, alors que les policiers le voudraient, alors que les gendarmes le voudraient, parce que la loi m'en empêche. Donc moi, je demande qu'on les expulse. Pourquoi? C'est des gens, par exemple, quand on est marié en France, on ne peut pas être expulsé. Quand on a des enfants en France, on ne peut pas être expulsé. Moi, je suis désolé. Quand on est un tueur, même si on est marié en France, on peut être expulsé. Donc moi, je demande aux parlementaires de me donner les moyens d'expulser ces personnes. C'est 4000 étrangers délinquants par an de plus. C'est un énorme gain pour la sécurité des Français, un message. À partir de quel type de délit? Est-ce qu'un vol à l'étalage peut être... Non, parce que pour l'instant, c'est pour les peines encourues de plus de 5 ans. Les LR, par exemple, proposent plus de 3 ans. Pourquoi pas? On peut en rediscuter. Donc c'est évidemment pour des gens qui font des choses difficiles pour la société, ceux qui tapent leurs femmes, ceux qui trafiquent la drogue, ceux qui font des tentatives d'homicide, ceux qui s'en prennent aux policiers, aux gendarmes. Aujourd'hui, je ne peux pas les expulser. Voilà. Donc 1, c'est fermeté contre les étrangers délinquants. 2, simplification du droit. C'est très difficile d'expulser quelqu'un parce qu'il y a 12 procédures. C'est très très long. Imaginez si vous contestiez quelque chose 12 fois. On a le temps de ne pas vous expulser. Les fameux EQTF, c'est-à-dire les arrêtés de reconduite à la frontière qu'on n'arrive pas à exécuter, c'est parce qu'il y a 12 procédures. Donc on propose de passer de 12 à 3. En gros, on met 3 ans aujourd'hui pour expulser quelqu'un. Demain, on mettra 9 mois. On gagne 3 fois plus de temps. Et puis 3... Pour ceux qui sont réellement expulsés, parce qu'il y a beaucoup d'OQTF, c'est ce que certains vous reprochent dans l'opposition, de dire on parle de ça, mais finalement, il y a plein d'OQTF en France qui ne sont jamais exécutés. Oui, mais pourquoi? Parce que, soit je ne peux pas les exécuter parce qu'ils sont protégés par le fait d'être mariés, par le fait d'avoir des enfants. Donc je demande qu'on fasse sauter ça. Donc il faut me le donner, il faut que les parlementaires le votent, parce que moi je respecte la loi. Et puis 2, parce que les procédures sont trop longues. S'il y a trop de procédures, tout le monde comprend que pendant un temps c'est suspensif. Je ne peux pas exécuter ma demande de départ, puisqu'il y a un recours qui suspend la décision. Et si c'est trop long, je ne peux pas les exécuter. Donc moi je propose la simplification drastique. Et puis 3, l'intégration. De l'autre côté, une simplification qui pour certaines associations font craindre que ces recours... Là je ne suis pas d'accord avec eux. Moi je suis pour l'autorité. Un étranger qui vient en France, s'il a des papiers, qui se comportent bien, il peut rester. C'était le cas de mes grands-parents. S'il n'a pas de papiers
et qu'en plus, par ailleurs, il commet des actes de délinquance, il doit partir. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça... Au détriment de l'état de droit, selon certains? Mais l'état de droit, c'est ce que nous faisons, c'est le Parlement. Les parlementaires ont été élus. Moi, je respecte les règles. Aujourd'hui, je ne les expulse pas parce que la loi m'en empêche. Mais demain, j'espère que le Parlement, les députés, les sénateurs me donneront ces règles pour les expulser. Je pense qu'il faut bien voir que les gens qui se comportent bien, on doit les intégrer. Ils font la richesse de notre pays incontestablement. Les gens qui ne se comportent pas bien, ils doivent partir. Chez vous, vous n'accepterez pas des gens qui ne se comportent pas bien. C'est exactement la même chose. Et puis troisièmement, c'est l'intégration. Aujourd'hui, pour avoir un titre de séjour en France, il ne faut pas passer un examen de français. C'est comme ça qu'il y a plein d'étrangers qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire, qui ne comprennent pas, notamment les femmes, ce qu'on dit à la télévision, ils ne comprennent pas leurs droits. Donc ils vivent dans le communautarisme, voilà, qu'il faut combattre, évidemment. Et donc il faut passer un examen de français. Le texte de loi que je présente, il oblige à un examen de français pour pouvoir avoir un titre de séjour, sinon on s'en va. C'est ce qui se passe dans plein de pays autour de nous. Et c'est ce qui se passe notamment dans des grands pays comme les États-Unis. Dans ce qui a fait beaucoup réagir, notamment aussi sur les réseaux, dans la classe politique, on rappelle que l'arrivée de ce projet de loi, c'est parce qu'il a été validé dans un premier temps par le Sénat avec beaucoup de modifications. Et ce qui a fait réagir, c'est notamment par rapport à l'aide médicale d'État. Alors pour ceux qui nous regardent, c'est un dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Alors il a été remis en commission à l'Assemblée nationale, mais est-ce que vous garantissez qu'il sera maintenu dans tous les cas ? Alors, il y a deux questions. L'aide médicale d'État, est-ce qu'on doit en parler dans ce texte-là? La réponse est non. Ce texte-là, il parle du droit des étrangers. L'aide médicale d'État, c'est le code de la santé publique, c'est la santé. Donc, c'est un peu compliqué, mais si on met des choses qui sont extérieures au texte dans notre texte, alors ce sera censuré par le Conseil constitutionnel. On va mentir aux Français, je mentirai à ceux qui nous écoutent, et ils diront, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Finalement, ils en ont parlé pendant des heures, et ce n'est pas appliqué. Donc ça ne peut pas être dans ce texte. Ce qu'on appelle un cavalier législatif, cavalier parce que c'est cavalier, on doit le retirer. En revanche, la Première ministre a annoncé, puisque les parlementaires ont souhaité en parler, qu'il y aura un autre texte, début du mois de janvier, sans doute, où on parlera de l'aide médicale d'État, où il y a sans doute des choses à modifier. Il faut garder l'aide médicale d'État. Par exemple, on a constaté que quand vous avez l'aide médicale d'État, vous pouvez mettre votre voisin ou votre famille sur cette aide médicale d'État sans qu'eux-mêmes le demandent. Non, c'est individuel. Il y a peut-être des abus, il faut lutter contre ça. Voilà. En même temps, il faut faire attention parce qu'il y a 25% d'enfants qui sont dans l'aide médicale d'État. On ne va pas ne pas soigner des enfants. Voilà, on est un grand pays démocratique, un enfant qui ne va pas bien, une femme qui est enceinte, évidemment qu'on va la soigner. Donc il faut qu'on trouve un juste équilibre entre la fermeté et l'humanité, mais ça ne peut pas être dans ce texte, ce sera dans un autre texte. Alors justement, dans ce qui est évoqué dans ce projet de loi, on parle notamment de la régularisation de travailleurs sans papier. La question tout simplement, c'est en quoi ça consiste et sur quels critères? Aujourd'hui, il y a des étrangers qui n'ont pas de papier, mais qui ont un contrat de travail. Ça peut paraître fou, mais il y a des entreprises qui font des contrats de travail à des étrangers qui sont irréguliers. Ils sont donc dans une situation où ils n'ont pas de papier, au sens où ils n'ont pas le droit de rester en France, mais ils ont un contrat de travail, et donc ils font vivre, par exemple, les restaurants. La plupart des restaurants vivent avec des étrangers en situation régulière ou irrégulière. Le bâtiment, il suffit de regarder un chantier, on voit bien qu'il y a une partie d'étrangers qui fabriquent ces bâtiments. C'est par des quotas, c'est par... Alors, nous, ce qu'on a proposé, c'est que si la personne n'a pas de casier judiciaire, ça on le modifiera à la demande des LR. Si elle travaille dans un métier qui est effectivement en tension, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver des personnes, si par ailleurs on est dans une région où il y a beaucoup de plein emploi, où il y a quasiment plus de chômage, par exemple la Bretagne, on puisse régulariser ces personnes. Donc on a un débat. Combien on en régularise? Combien de temps? Donc les LR, par exemple, ne sont pas contre la mesure, mais ils voudraient qu'on l'encadre pour pas qu'il y ait un appel d'air. Moi, je suis prêt à l'encadrer, cette mesure, pour trouver un compromis à l'Assemblée nationale pour le voter. Mais autant on peut être très dur contre les étrangers délinquants, et il faut pouvoir les expulser, autant les gens qui travaillent, qui ne posent de problème pour rien, qui travaillent parfois dans des conditions très difficiles, je pense qu'il faut leur tendre la main. Alors, il y a la question également du regroupement familial, vous l'avez évoqué un peu, mais plus en détail, est-ce que vous êtes pour un durcissement de... Oui, alors le groupement familial, c'est quoi? C'est quand vous êtes un étranger et que vous êtes installé depuis un certain temps sur le territoire national, vous pouvez faire venir votre famille. Ça a été inventé par Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70, donc par la droite. Aujourd'hui, c'est entre 12 000 et 14 000 personnes par an. C'est pas grand-chose. Il y a 100 000 étudiants étrangers, il y a 12 000 à 14 000 personnes pour l'immigration familiale évoquée. Mais moi, je suis favorable à son encadrement, peut-être pour être plus dur, comme le veulent les LR et la commission des lois du Sénat. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place un certain nombre de dispositions qui permettent de restreindre, notamment quand vous faites venir votre famille, vous devez démontrer que vous avez un certain argent et un logement assez grand pour les accueillir. C'est les maires
qui certifie cela. Et ben, on a renforcé ces contrôles et je pense que c'est heureux. Alors quand on parle de ce texte, on va parler aussi de la bataille politique à l'Assemblée nationale. Éric Ciotti, qui est le président des Républicains, a parlé hier dans Le Parisien d'un manque de courage concernant ce texte. Que lui répondez-vous ce soir ? Bon, d'abord, moi je ne suis pas là pour me fâcher avec les uns et les autres. J'essaie de faire un texte pour l'intérêt général, pour les Français. Le manque de courage, c'est de ne pas le voter. Parce qu'on serait dans l'opposition et que ce serait le président de la République qui a eu l'idée, ce ne serait pas sérieux. Parce que si les LR demain, si M. Ciotti ne vote pas le texte qui permet d'expulser 4000 étrangers délinquants par an, qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs électeurs? Si dans un mois, parce que le texte est bloqué, quelqu'un va dans la rue et donner 3 coups de couteau à des enfants alors qu'on aurait pu l'expulser, quelle est la responsabilité de ceux qui ne le votent pas? Donc moi j'invite M. Ciotti, qui est un homme de bien, je sais qu'il fait des choses bien pour son pays, là, de quitter les postures politiciennes, de travailler avec le gouvernement et de trouver un compromis pour qu'on puisse être ferme contre les étrangers délinquants. Vous savez, c'est un texte de loi qui est soutenu par 80% des Français. Je pense que les gens comprennent ce qu'on raconte, ils veulent plus d'autorité sur l'immigration, ils ne veulent pas attendre la prochaine candidature présidentielle. Quand Éric Ciotti parle d'autorité, justement, il parle du projet de loi tel que voté au Sénat, qui a été considérablement durci. Est-ce que c'est une option que vous mettez sur la table ce soir, de se dire, on pourrait trouver un compromis en reprenant une partie ou totalité même de ce projet de loi voté tel que Sénat? Bien sûr, on pourrait trouver un compromis, ma main est tendue, je l'ai dit à plusieurs reprises, sur le délit de séjour irrégulier, qui est une idée... Mais est-ce qu'il est possible très concrètement, par oui ou non, que le projet de loi tel qu'il a été voté au Sénat soit adopté tel quel à l'Assemblée? Tel quel non, parce qu'il y a un Sénat et une Assemblée, c'est normal, c'est jamais tout ou rien la vie. Un compromis, c'est... Les LR n'ont pas gagné l'élection présidentielle et législative, donc il faut aussi respecter la majorité. Mais la majorité est ouverte à trouver cette discussion. Sur quoi, par exemple, vous pourriez faire un compromis? Je l'ai dit, sur le délit de séjour irrégulier, c'est le fait que d'être irrégulier, on crée un délit pour que les policiers puissent interpeller les personnes en situation irrégulière. Bon, j'ai un désaccord avec le président de la commission des lois de l'Assemblée, M. Sacha-Houlier, mais je l'assume. Voilà, moi je pense que c'est un pas qu'on peut faire vers les Républicains. Mais il faut que les LR comprennent que ce texte est très ferme et qu'ils ne peuvent pas voter contre, parce que s'ils votent contre, ils votent contre la sécurité des Français. Alors justement, Sacha Houlier, vous l'évoquiez à l'instant, il a pris la parole il y a quelques minutes dans un article des Échos ce dimanche. Il faut savoir que c'est un député de la majorité, de votre camp, donc qui se dit, lui, opposé à discuter sur le délit de séjour irrégulier. Que lui répondez-vous ce soir? Non, mais moi, je respecte beaucoup Sacha Houlier, qui fait un très bon travail à la commission des lois, mais là, on n'est pas d'accord. J'ai vu qu'Édouard Philippe, d'ailleurs, ce matin, dans le journal, disait qu'il était d'accord avec moi. De très nombreux parlementaires de la majorité sont d'accord avec ce que je propose. Le délit de séjour irrégulier, si ça peut permettre aux policiers d'avoir plus de moyens et aux LR de voter le texte, moi, j'y suis favorable. Donc, je tends la main aux LR. Voilà. Je suis prêt à écouter tout le monde. Je tends la main aux LR. Si les LR ne soutiennent pas, ne serrent pas cette main, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont perdus. Ça veut dire qu'ils n'acceptent pas des mesures de fermeté pour protéger les Français. Donc je pense qu'il faut faire un compromis. Chacun doit faire un pas. J'en ai fait un, j'attends qu'ils en fassent un. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ça se fissure au sein même de votre majorité politique? Quand on voit Sacha Houlier, c'est pas un député de la NUPS ou... Non, mais il y aura un débat, mais d'abord on ne peut pas tous penser la même chose. Moi j'assume, je suis ministre de l'Intérieur, je vois que les policiers et gendarmes ils font un travail très courageux. Je suis pour plus de fermeté, plus d'autorité, quitte à ce qu'il y ait un débat dans la majorité, et c'est normal, vous ne pensez pas tous la même chose dans la même famille. Bon, là on va avoir 15 jours de débat. Donc pendant ces 15 jours de débat, on peut trouver des compromis. Au début, on n'était pas d'accord avec le Sénat. Puis finalement, on a voté un texte. Bon, on n'était pas d'accord avec la commission des lois de l'Assemblée. Puis au bout d'une semaine, on a voté un texte. Vous savez, soit on fait des 49.3, c'est-à-dire soit on dit c'est comme ça, puis c'est tout, soit on discute. Et quand on discute, parfois c'est long, c'est compliqué. Mais c'est ça une démocratie moderne. Moi, j'ai fait le choix, avec la Première ministre et le Président, de discuter. Évidemment, c'est plus difficile. Mais le 49.3, vous pouvez le dire ce soir, il ne sera pas du tout utilisé. C'est pas du tout ce que l'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est de discuter jusqu'au bout. Alors, vous dites que ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite. On l'a déjà entendu à la réforme des retraites, mais est-ce que vous pouvez dire ce soir, le 49.3, c'est sûr, on ne l'utilisera pas? D'abord, je ne suis pas Premier ministre, donc ce n'est pas moi qui le dis. Votre souhait, personnellement. Moi, mon souhait, c'est de ne pas l'utiliser, bien évidemment. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous savez, je passe des heures, des jours à pouvoir convaincre un par un les députés. Bon, mais pour être 3 serait un échec. Mais c'est toujours mieux de voter sur 49.3, bien évidemment. Alors, après, il n'y a pas de vote avec 49.3, en effet. Non, mais c'est toujours mieux d'adopter un texte de débat parlementaire. Parce que si les parlementaires ne prennent pas leurs responsabilités, alors les gens se disent pourquoi je vote pour un député si dès le début il ne veut pas discuter. Bon. Donc parfois le gouvernement a montré qu'il ne voulait pas discuter, ça peut arriver. Là on tend la main, je le redis, on tend la main avec tout le monde. Mais le 49.3 est vu aussi pour certains comme une envie de ne pas discuter du gouvernement. Eh bien, ce n'est pas le cas sur ce texte-là. Vous pourrez remarquer que ça fait des mois qu'on en parle, des jours et des nuits où je suis à l'Assemblée ou au Sénat, je réponds à la question de tous les parlementaires. Je viens avec des compromis. Bien sûr que ce que demandent les LR, on ne le veut pas forcément. Et de ce point de vue, Sacha Houlier a raison de le dire. Mais il faut tendre la main. Voilà. C'est soit le compromis, soit pas de texte. Si pas de texte,
alors on ne maîtrisera pas l'immigration irrégulière. Alors on va être difficile. Donc, la troisième option, c'est le passage en force? Non, mais on va être en difficulté, mais la sécurité des Français, elle posera des questions à la fin si personne ne prend ses responsabilités. Mais j'imagine pas que des gens qui se disent de droite, qui auraient rêvé de faire ce qu'on fait depuis 15 ou 20 ans. Il y a plein de gens de droite qui, en ce moment, encore dans le journal ce matin, M. Stefanini, vous ne le connaissez pas, mais c'était le directeur de campagne de Mme Pécresse et de M. Fillon. Bon, il connaît très bien la droite et il dit il faut voter ce texte. Voilà. Donc je pense qu'il faut sortir des postures politiciennes, que les LR soient raisonnables, et moi je les entends. Je suis prêt à prendre leurs amendements. Mais il faut évidemment comprendre que ce texte doit être voté pour la sécurité des Français. On a évoqué le 49.3, mais il y a aussi une autre menace qui plane sur ce projet de loi, c'est la motion de rejet qui a été déposée par les écologistes et LR, un tirage au sort qui a désigné les écologistes. Qu'est-ce qui se passe si elle est votée concrètement? On rejette le texte à l'Assemblée, c'est-à-dire que ça retourne au Sénat. Bon, très bien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour vous? On discutera avec le Sénat, qu'est-ce que je vous dise. Et donc à ce moment-là, on irait sur quelque chose de beaucoup plus... On verra bien, ce serait étonnant. Ce serait étonnant que les députés, sur un texte qui intéresse tout le monde, que ce soit pour ou qu'on soit contre ce que fait le gouvernement, l'immigration, c'est un sujet qui est très largement débattu dans la société. C'est-à-dire que les députés qui représentent les Français ne voudraient pas discuter du sujet, qu'on soit pour ou qu'on soit contre le texte. C'est pas raisonnable, c'est pas sérieux. Donc évidemment, arithmétiquement, nous avons perdu demain. Arithmétiquement, il y a plus d'opposants, vous le savez, puisqu'on a une majorité relative, que de majorité. Mais je pense qu'il y a plein de députés qui vont se dire, bah non, on est quand même élus pour pouvoir débattre des sujets, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Vous imaginez, il y a déjà tellement de gens, tellement de jeunes qui se disent « bon, la politique, à quoi ça sert ?» Si quand on arrive avec des sujets très importants pour les Français, l'immigration, les députés disent « bah non, moi je préfère rester chez moi ». C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Donc j'espère, quel que soit leur bord politique, qu'il y aura une majorité de gens pour dire « bah si, discutons, bien sûr ». Alors, la complication dans tout ça, c'est ce que je disais il y a quelques instants, il y a le président des Républicains qui parle d'un manque de courage, et puis d'un autre côté, à gauche, il y a un communiqué du groupe LFI-NUPES qui parle d'une loi, je cite, qui serait raciste, xénophobe et inhumaine. Qu'est-ce que je vous dise? Quand c'est le général de Gaulle, il disait quand je fais une réforme et que le patronat et la CGT ne sont pas d'accord, ça veut dire que j'ai raison pour la France. Bon, moi je pense à peu près pareil. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a de l'excessif des deux côtés. D'ailleurs, ce qui me permet de dire à M. Ciotti et à ses amis LR, pour qui j'ai beaucoup de respect, qu'ils ne peuvent pas voter avec les Verts et avec LFI sur la même motion parce qu'ils ne pensent pas du tout pareil sur l'immigration. Enfin, comme dit Molière, on est chez les trissotins. Là, on prend les Français pour des idiots. Donc, je ne pense pas que les LR voteront cette motion de rejet. En tout cas, ça veut dire qu'ils auraient perdu toute cohérence. Et je veux dire à LFI, bien évidemment, qu'ils sont totalement excessifs. Voilà. Il n'y a pas de racisme. Il y a simplement la volonté pour les Français, pour la France et pour l'État de faire respecter notre pays, respecter nos règles. Il n'y a aucun racisme quand un étranger délinquant doit être expulsé dans son pays. Si vous allez dans un autre pays au monde et que vous faites une bêtise, vous êtes expulsé. Il n'y a qu'en France où ça ne passe pas comme ça. Il faut remettre l'église au milieu du village, il faut remettre des règles. Alors, il y a sûrement d'autres pays où ça se passe peut-être comme ça. On n'a pas forcément toutes les indications. Je ne les ai pas en tête, mais c'est possible. Il y a la question quand même des flux migratoires qui ne vont pas s'arrêter tout de même. C'est-à-dire qu'il y a la réalité des faits, de se dire qu'aujourd'hui, on veut empêcher une immigration massive, irrégulière. Mais d'un autre côté, il y a des flux migratoires qui ne s'arrêteront pas, je disais. On parle, alors il y a cet exemple, justement, en 2023, 70 000 migrants interceptés rien qu'en Tunisie, c'est le double par rapport à 2022. Concrètement, on fait quoi? Non mais, attendez, nous on n'est pas contre l'immigration, on est contre l'immigration irrégulière. Est-ce que ce projet de loi, quelque part, il est à la hauteur des enjeux de se dire que cette immigration liée au réchauffement climatique, aux crises économiques, aux conflits qui s'accélèrent dans certains pays du monde, et donc on sait, les analystes sont là pour le dire, que les flux migratoires vont probablement être de plus en plus importants. Bien sûr, vous avez raison. Alors, comment on s'adapte à ça? D'abord, il faut quand même dire la vérité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont des déplacés, des réfugiés, des migrants, mais c'est d'abord entre pays du Sud, ce n'est pas en Europe. L'essentiel de l'immigration, c'est entre pays du Sud. Et une partie, un tiers, va en Occident. On voit qu'aux États-Unis, ils ont la même question avec le Mexique ou l'Amérique latine et les États-Unis. Nous avons ce problème dans toute l'Europe. Et d'ailleurs, on constate que quand on vote pour des gouvernements très durs, ils ne résolvent pas totalement la question si ce n'est pas européen. Regardez l'Italie, regardez la Grande-Bretagne. Donc, bien sûr que ça va augmenter. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on est contre l'immigration? Non. Est-ce qu'on veut que la France soit une passoire? Non plus. Donc, il faut une immigration régulière. On doit accueillir les demandeurs d'asile. Vous savez, on accueille aujourd'hui 30% des 150 000 demandeurs d'asile qui demandent, ils ont l'asile en France.
Le problème, c'est comment on renvoie ceux à qui on dit non. C'est exactement à quoi répond ce texte, renvoyer les gens à qui on dit non. Alors, il y a justement la question des conditions d'accueil. Il y a des gens qui arrivent tous les jours sur le territoire. Je peux vous parler même de mon expérience en tant que journaliste sur le terrain, où j'ai pu être témoin de scènes humiliantes, voire dégradantes à leur rencontre venant des forces de l'ordre. Alors, on a pu voir des tentes arrachées, des affaires confisquées, des descentes en pleine nuit dans certains campements. À Calais, on a même pu voir des tentes qui pouvaient être éventrées. Finalement, on se demande, quand on voit ça en France, comment on peut accueillir dignement ces personnes. Non, je ne partage pas votre constat, je connais bien... Alors, ce n'est pas un constat, ce sont des faits. Oui, non, mais je partage qui sont vus de mes propres yeux. Oui, j'entends bien, mais vous savez, je suis allé aussi très nombreuses fois... Permettez-moi que ce n'est pas un... Ce sont des faits que j'ai pu documenter et qui existent réellement. Je respecte votre point de vue, mais ce n'est pas le mien. Ce n'est pas un point de vue, ce sont des faits. Oui, mais vous n'avez pas la vérité toute seule. Bon, avouez-le, sinon... Je n'ai pas la vérité toute seule, mais je tiens à dire que ce n'est pas une généralité, et que les faits en question existent, ont été documentés par moi-même et par beaucoup d'autres journalistes, et que ces images, il serait très facile de vous les présenter. Mais je les connais et je ne partage pas votre constat. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce qui se passe à Calais ou à Grande-Synthe ou à Ouistreham, si on va dans le Calvados, ce sont des passeurs, parfois des associations, qui malheureusement convainquent des migrants de passer en Angleterre et refusent, Monsieur Buzine, vous le savez bien, les logements qu'on leur offre. Moi, j'en accueille chez moi à Tourcoing. Là, nous avons encore permis à des femmes, des enfants qui vivent sans eau, sans électricité, dans des conditions ignobles, à la main des passeurs, pour pouvoir aller dans d'autres villes de France pour qu'on les accueille, qu'ils fassent en demande d'asile. Il y a des gens qui leur disent n'y allez surtout pas. N'y allez surtout pas. Installez-vous avec des tentes dans des conditions où il y a la prostitution, la violence contre les enfants, la violence contre les femmes, des règlements de compte à coups de couteau, et avec tellement de drames que même les premiers ministres socialistes, M. Cazeneuve et M. Valls en premier, ont fait évacuer ces campements. Vous le savez bien, ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Et que lorsqu'on laisse ces campements avec ces tentes, personne n'accepterait d'y vivre là. Donc oui, à la fin, quand on évacue les personnes, eh ben on met fin à ce campement. Et bien évidemment qu'on retire les tentes, et bien évidemment qu'on détruit. Mais c'est déjà arrivé que ces tentes soient détruites sans leur proposer de solution, et ça... Non, alors ce n'est pas vrai. Je prends l'exemple du Nord-Pas-de-Calais au moment où je vous parle. Il y a 800 places de libre. 800 places de libre. À Paris, c'est arrivé plusieurs fois. Non, mais il y a 800 places de libre aujourd'hui. Je peux prendre l'exemple de Calais, de libre dans le Nord-Pas-de-Calais, pour pouvoir loger dignement ces personnes. Et ces personnes ne veulent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles veulent passer en Angleterre. Elles sont sous la main de passeurs. Et ces passeurs, on ne dit pas assez qu'ils sont des criminels. Et le projet de loi que je propose, aujourd'hui, vous savez, être passeur, c'est 5 ans maximum de prison. C'est-à-dire pas grand-chose quand on trafique la mort. Trafic les personnes qui meurent dans des conditions ignobles dans la Manche, où des policiers, ça vous l'avez vu aussi, plongent eux-mêmes pour aller récupérer des bébés alors que l'eau est à 8 degrés. Voilà, c'est aussi ça le travail des policiers, il faut leur rendre hommage. Et bien ce qui est vrai, c'est qu'on passe de délit à crime dans le texte de loi, c'est-à-dire qu'on passe de 5 ans de prison à 20 ans de prison. Et bien demain, quand on arrêtera des passeurs qui marchandent des enfants, qui marchandent des femmes, on pourra les condamner beaucoup plus fortement. Alors dans l'actualité également, la guerre entre Israël et le Hamas et ses conséquences en France. 2 mois après l'attaque terroriste du Hamas, c'était le 7 octobre, donc où en sommes-nous concernant le nombre d'actes antisémites en France ? Alors ils sont toujours très nombreux. Vous avez un chiffre précis ? Oui, on est à peu près à 1800 faits antisémites depuis le 1er janvier, essentiellement depuis le 7 octobre, puisqu'on a fait 5 fois en 1 mois et demi le nombre d'actes antisémites qu'on constate en une année. Voilà. Donc évidemment, les actes contre les juifs sont très nombreux. Ils ont tendance, ces derniers jours, à baisser, mais il y en a encore tous les jours. Donc il faut être extrêmement prudent. Vous savez que le terroriste qui a tué samedi dernier, il cherchait un endroit pour tuer des juifs. Maintenant, l'enquête le dit. Bon, il n'a pas tué des juifs, mais il cherchait ça. Donc il faut faire très attention et il faut protéger nos compatriotes juifs, bien évidemment. Vous constatez une légère diminution depuis quelques jours ? Une décélération, il y en a toujours, mais ils sont moins nombreux, moins forts qu'il y a quelques semaines. Je pense que c'est notamment dû au travail très important des policiers et des gendarmes qui sont présents systématiquement devant tous les lieux où il y a la communauté juive. Vous évoquez justement l'attentat de Paris qui s'est déroulé il y a 8 jours, on le rappelle pour ceux qui nous regardent, au niveau du pont de Bir Hakeim, 15e arrondissement de Paris, non loin de la Tour Eiffel. Un homme qui va attaquer plusieurs personnes au couteau et avec un marteau. Aujourd'hui, le mobile possiblement antisémite, il serait probable, ou en tout cas c'est une avancée dans l'enquête. Oui, c'est ce que j'ai compris du parquet national antiterroriste, c'est qu'effectivement, d'abord il avait envie de passer à l'acte du fait qu'il voyait, je mets des guillemets évidemment, des musulmans se faire tuer. Évidemment, on peut tous être extrêmement choqués par les images de Gaza, elles sont ignobles. Évidemment, il faut les condamner, c'est certain, mais il pensait qu'il pourrait les venger ainsi, et donc il a évoqué un motif d'antisémitisme. Bon, voilà, on sait tous que cette personne, en plus d'être adhérente à l'islam radical, avait des problèmes psychiatriques. Il n'a pas attaqué des juifs samedi soir, mais il est évident que nous avons un problème important d'actes antisémites en France. Alors, dans la situation globale, quand on parle du conflit israélo-palestinien, on repart à peu près au 12 octobre, donc quelques jours après l'attaque terroriste du Hamas.
Il y a une décision où vous avez demandé justement l'interdiction en France des manifestations pro-palestiniennes. Avec le recul, est-ce que vous pensez que cette position ait pu accroître finalement l'incompréhension d'une partie de la population et des tensions au sein de notre territoire ? Alors attention, moi je n'ai pas interdit les manifestations pro-palestiniennes. J'ai interdit dans les heures et les jours qui ont suivi les massacres ignobles contre les Israéliens. La décision le 12 octobre d'une interdiction systématique. Voilà, mais j'avais fait auparavant, dès le 8 octobre, parce que dès le 8 octobre, il y a eu des manifestations spontanées, on les a interdites. Pourquoi ? Parce qu'il m'a semblé qu'il y avait une période, comme le président de la République a dit, une période de décence, de deuil, quand des femmes se font éventrer, quand des bébés se font tuer. On ne peut pas être comme ça, en brûlant le drapeau d'Israël. Il n'y a pas eu de drapeau d'Israël. Il y a eu beaucoup de faits. Ah bah attendez, il y a eu beaucoup, heureusement, parce qu'on a interdit ces manifestations. Ah, je suis d'accord avec vous, on n'est pas à Londres, on n'est pas à Berlin, on a attaqué au cocktail Molotov des synagogues. Et je rappelle qu'en 2013, dans la même situation, il y avait déjà eu des problèmes très graves entre Israël et la Palestine. On a crié mort aux Juifs dans les rues de Paris. Moi, je ne voulais pas revivre ça. Donc j'ai effectivement interdit, et les tribunaux m'ont suivi pendant 6 jours. Ces manifestations, finalement, elles ont eu lieu, elles ont donné lieu plutôt à des tensions et à des images. Je ne le crois pas. Je regarde ce qui se passe à Londres, à Washington, à Berlin. Je pense que la France a eu raison de fonctionner ainsi. Après, si vous me dites les manifestations pro-palestiniennes, moi je suis pour un État palestinien. Mais je ne crois pas que ce soit décent dans les heures qui ont suivi des éventrations de femmes et des massacres de 1500 personnes civiles dans la bande, entre la bande de Gaza, évidemment, et surtout les territoires qui sont en Israël. Est-ce que ce soit digne de le faire ? Je ne crois pas. Donc, par contre, évidemment, les personnes qui sont pour la Palestine peuvent manifester, bien évidemment, légitimement, mais il ne faut pas que cela dégénère en haine d'Israël. Moi, je suis Est-ce que vous avez constaté ça, vous, dans ces manifestations ? Oui, il y a eu bien sûr, on a eu beaucoup d'interventions, notamment par le préfet de police à Paris, pour interpeller des personnes avec des panneaux qui disaient que les bébés n'avaient jamais été tués, qu'il y a une sorte de révisionnisme, voilà, des comparaisons avec Auschwitz. Bon, évidemment, c'est inacceptable. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la Palestine. Moi, je condamne les images et les faits de ceux qui massacrent des civils à Gaza, bien évidemment. Et par ailleurs, moi je suis pour un État palestinien qui vit en coexistence avec l'État d'Israël. Donc je ne suis pas du tout sur la ligne du gouvernement de M. Netanyahou. Mais je ne peux pas ne pas voir qu'il y a des Juifs en France qui sont menacés. Vous savez, je suis allé soutenir un rabbin à Levallois-Perret qui sur TikTok avait été menacé de mort. Nous avons interpellé cette personne. Quand je suis allé voir les Juifs de Levallois-Perret, je me suis fait insulter beaucoup sur les réseaux sociaux, m'appelant Moussa d'ailleurs, avec un once de racisme d'ailleurs, je l'ai compris comme ça, parce que j'avais soutenu ce rabbin qui est français, en me disant vous êtes du côté d'Israël. Mais ça n'a rien à voir. Les Juifs ou les musulmans français sont avant tout français. Moi je protège des Français en France. Vous regardez un peu les réseaux sociaux ? Un petit peu, je n'ai pas énormément de temps pour le faire, mais un petit peu, oui bien sûr. Vous parlez justement le fait des fois qu'on vous rapporte à votre deuxième prénom, Moussa, comment vous vivez ça vous ? Il y a des gens qui le font, je sais que par exemple il y a des gens beaucoup... notamment qui viennent d'Algérie, qui m'appellent Moussa parce qu'ils savent que mon grand-père était algérien, et c'est positif, c'est sympathique. Et puis il y en a qui le font par racisme, voilà, par racisme et honte. Moi j'ai beaucoup beaucoup, énormément, d'abord de menaces bien sûr, comme beaucoup d'hommes politiques ou de femmes politiques, mais j'ai aussi beaucoup d'actes racistes ou de mots racistes contre moi, notamment du fait que je suis par 2 fois vient du Maghreb, voilà. Donc je le subis, c'est très désagréable. Bon, maintenant je ne m'arrête pas à ça, mais effectivement je constate qu'il y a un racisme latent dans la société qui touche tout le monde, qui peut toucher les Blancs, les Arabes, les Noirs. Menace de mort à votre encontre aussi oui, ça arrive. Vous avez déposé plainte récemment. Oui. Ça arrive quotidiennement quasiment. Ça arrive souvent. Il faut vivre avec ça, c'est pas facile. Mais bon, voilà, quand on est sûr de son fait pour les Français, moi je comprends très bien qu'on ne m'aime pas ou qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Mais de là à menacer de mort quelqu'un ou sa famille, c'est quand même quelque chose qui limite dans une démocratie. Voilà. Et je m'étonne qu'on ne fasse pas plus attention à ça. Ouais. Vous pensez que la société ne prend pas assez conscience de la violence? Pas moi personnellement, mais des journalistes. Voilà. C'est pour ça quand M. Mélenchon met une cible dans le dos de Mme Rotel-Krief, par exemple, je trouve que c'est irresponsable. Voilà. Et moi, je ne menace personne, je veux le débat politique. Après, vous savez, il y a les élections. Les élections, on est battu, on est élu. Bon, ça c'est la vie. Puis si je suis battu, un jour je ferai autre chose. Et on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. En tout cas, moi je suis sincère et je n'aime pas qu'on me réduise à mon apparence, à mon prénom. Voilà, je fais pour personne. Et j'aime pas qu'on le fasse pour moi, ça me paraît assez logique. Alors tout autre sujet, Gérald Darmanin, la communauté brute a posé pas mal de questions là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport aux Jeux Olympiques qui vont se tenir à Paris du 26 juillet au 11 août prochain, notamment sur la question des transports en commun. On a pu voir certaines révélations dans les médias en ce moment. Est-ce qu'il y aura des restrictions de déplacement dans les transports en Île-de-France ? Alors ça, je ne le sais pas, c'est pas de ma partie, ça dépend de Mme Pécresse et du gouvernement de M. Beaune. Moi, ce que je peux vous parler, c'est... C'est que les préfets, quand même, on discute. Oui. Alors, tout simplement... Vous avez parlé de sincérité il y a quelques instants. Oui, mais je ne sais pas, donc je ne peux pas vous dire le contraire. Vous ne savez pas si c'est une option sur la table ou non? Moi, je peux vous dire qu'il y a des restrictions, il y aura des restrictions de circulation,
puisque ça dépend de moi, à Paris, pendant les Jeux Olympiques, et notamment pendant la cérémonie d'ouverture. Mais il y aura aussi un marathon, il y aura aussi des événements olympiques à Paris. Donc oui, il y aura des zones voilà, où on contrôlera beaucoup plus l'identité. Oui, il y aura des restrictions pour ne pas venir en véhicule dans cette zone-là. Oui, il y en aura. Voilà. Après, pour des transports, voilà, je pense que le travail que fait la région Île-de-France avec la ville de Paris et avec le ministre des Transports donnera lieu à une autre communication. Alors justement, vous parlez de la cérémonie d'ouverture à l'instant. Est-ce que la cérémonie d'ouverture prévue le long de la Seine, certains se demandent, est-ce qu'il y a un plan B en raison de la menace terroriste? Est-ce que vous y travaillez concrètement? D'abord, les Jeux Olympiques à Paris, c'est une fois par siècle. Donc c'est un événement exceptionnel. Par ailleurs, une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade, ça n'a en effet jamais existé, puisqu'on a toujours fait des cérémonies d'ouverture dans des stades. Donc ce que nous faisons est en effet extraordinaire. Je comprends que ça puisse inquiéter. Nous travaillons sur ça depuis 2 ans. J'y travaille sur ça depuis 2 ans avec le préfet de police, notamment à Paris. Question oui ou non, est-ce que vous travaillez sur un plan B? Non, on ne travaille pas sur un plan B. Donc il n'y a pas de plan B aujourd'hui, il n'y a que cette solution-là. Mais regardons les choses. La Coupe du Monde de rugby, l'avenue du Pape à Marseille dans les quartiers nord, le roi et la reine d'Angleterre, on a dit que ce serait affreux, c'est horrible. Finalement, ça s'est très bien passé. Bon. Donc il faut arrêter de crier avant d'avoir mal. Tous les policiers et les gendarmes de France seront mobilisés. On a désormais la possibilité d'avoir une loi spécifique avec notamment un QR code. Vous l'avez vu, il y a une polémique. Mais voilà, une polémique pour dire qu'on est trop dur, puis après une polémique pour dire qu'on n'est pas assez dur. Donc évidemment, là encore, c'est l'équilibre. Pour rentrer dans cette zone, on contrôlera tous les appartements, tous les accès qui donneront sur la Seine. L'armée sera avec nous, bien évidemment, et donc il y aura un travail gigantesque pour la sécurité. Mais je sais que les policiers et les gendarmes arriveront à faire la plus belle cérémonie d'ouverture. Et donc ce soir, vous garantissez, pas de plan B, et en juillet prochain, on sera sur les quais de Seine pour voir cette cérémonie d'ouverture. Je l'espère, c'est une grande fierté pour la France. Il faut avoir confiance dans nos policiers et nos gendarmes. Voilà, moi j'ai confiance en eux. Voilà, c'était un débat politique qui revenait souvent, justement, à moins de 8 mois du début de ces Jeux. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur Brut, oui, on sera prêt et tout va bien se passer? Oui, on sera prêt. Ça va bien se passer. Et ça va bien se passer, pourquoi? Parce que nous mettons tous les moyens juridiques, financiers, pour pouvoir faire que les choses se passent bien. Par exemple, le Tour de France ne viendra pas à Paris l'année prochaine, il s'arrêtera à Nice. Donc voilà, on a retiré un certain nombre d'événements à Paris pour nous concentrer sur la cérémonie d'ouverture. Et vous savez, moi, je suis persuadé que ce sera une magnifique fierté pour la France et les Français que cette cérémonie d'ouverture. Alors, quelques questions variées pour conclure cette interview qui concerne beaucoup la communauté Brut. Il y a eu beaucoup de questions concernant les violences faites aux femmes. Un chiffre dramatique, 244 300 victimes de violences conjugales ont été recensées par les forces de l'ordre en France en 2022. C'est un chiffre en hausse de 15% par rapport à 2021. L'association Nous Toutes, qui fait un décompte des quotidiens du nombre de féminicides en France, en est à la mi-décembre à 127 féminicides en 2023. Finalement, on se rend compte qu'on fait des Grenelles, on annonce que c'est la grande cause du quinquennat, et il n'y a rien qui change. Si, il y a beaucoup de choses qui changent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont protégés. C'est 400 000 plaintes par an que les policiers et gendarmes poursuivent désormais. C'est la deuxième catégorie de plaintes, vous imaginez. Donc c'est devenu un contentieux difficile, de masse. Des commissariats qui, parfois, en discutant avec certains policiers, disent on a une pile comme ça, on n'a pas le temps de les traiter. Et c'est pour ça qu'on rajoute le nombre de policiers, de policiers de police judiciaire, plus de magistrats. Donc évidemment, on a du retard, bien évidemment. Dès qu'il y a encore un drame, c'est un drame de trop. J'ai vu, je crois d'ailleurs sur Brut, y compris d'ailleurs en Italie, on reprochait, en Espagne, on reprochait la même chose au gouvernement. C'est un fait que désormais, et c'est normal, les femmes, les enfants, parfois les hommes, 10% sont des hommes, mais essentiellement bien sûr des femmes, désormais déposent plainte. Déposent plainte pour des violences physiques et des violences psychologiques. Voilà, nous ne sommes pas encore totalement armés. Donc la hausse, vous l'expliquez en partie par une prise de conscience et des dépôts de plainte? Non, mais je pense qu'il y a les deux. Il y a à la fois une société plus violente, contre les femmes, contre les enfants, contre les personnes qui peuvent apparaître faibles. Et il y a aussi des gens qui se disent, il y a 20 ou 30 ans, moi dans ma famille, pour connaître ce fait, voilà, je ne rentre pas dans le détail, jamais ma tante n'aurait déposé plainte. Voilà, là, j'espère qu'elle l'aurait fait si elle était encore vivante. Donc oui, il y a les deux, et on doit continuer. On n'est pas encore assez bon, on doit continuer. Vous dites on doit continuer, mais pas assez bon, mais il y a tout de même eu énormément de mesures. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impuissance politique de se dire derrière, bon, on fait des Grenelles, on annonce plein de choses. Oui, il y a des annonces tous les 6 mois, mais la réalité, c'est que on en est là, les féminicides sont à un niveau extrêmement élevé et le nombre de violences augmente. Mais vous avez raison, et c'est jamais évidemment une réussite. Bien sûr que c'est un échec et qu'on doit continuer. Mais par exemple, pour former un officier de police judiciaire, c'est-à-dire un policier qui prend votre plainte, vous le savez bien, c'est 3 ans. Donc bien sûr que vous avez raison. Et c'est parfois le temps politique. Parce que beaucoup de policiers, justement, avec qui on peut discuter sur le terrain, se plaignent en disant... Oui, il n'y a pas assez d'officiers de police judiciaire. Voilà. Vous avez raison. On a beaucoup de plaintes et de traitements. Moi, je me souviens avoir discuté un jour avec un policier qui me montrait le nombre de plaintes qu'il avait sur son bureau en disant, ce sont des plaintes pour violence conjugale. C'est tout autant de drames possibles. Cette plainte, elle est tout en bas. Peut-être qu'on la traitera dans 3 semaines et il peut se passer... Parce qu'il n'y a pas assez de policiers qui sont qualifiés pour être officiers de police judiciaire. C'est pour ça qu'on a fait les réformes votées il y a plus de 2 ans. Mais ça met 3 ans pour former un policier
qui a une qualification judiciaire, et heureusement pour tout le monde. Juste pour dire un point sur les féminicides. Vous savez, sur 100 morts de femmes, il y en a 30% qui sont connus des services de police et de justice. Donc on doit améliorer, on a loupé des choses, et c'est un drame, et c'est de notre faute. Mais il y en a 70 qui ne sont pas connus des services de police et de justice. Il y a aussi des améliorations sur le reste de la société. Lesquelles? Les médecins. Les médecins ne nous disent pas tous quand ils voient des femmes ou des enfants dans leur cabinet et qui ont connu des violences. Moi, je suis pour que les médecins puissent obligatoirement, alors je sais que ça touche le secret médical, c'est une question compliquée, mais c'est le premier à voir quand ça ne va pas bien dans un couple, qui puisse nous le dire pour qu'on puisse intervenir très vite. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire et c'est pour ça qu'on y travaille. Tout autre sujet, la question du déplacement des supporters de foot. De nombreuses interdictions de déplacement ce week-end après la mort d'un supporter nantais poignardé la semaine dernière. Ça pose la question de se dire, est-ce qu'on est incapable de gérer le déplacement de quelques centaines de personnes chaque week-end? Non, ça pose la question particulière du football. J'ai été arbitre de foot, j'ai été supporter de foot, j'adore le foot, c'est pas la question, mais on constate que c'est le sport. Pour les supporters, pas tous évidemment, pour une petite partie, sont les plus violents. On n'a pas ça pour le rugby, on n'a pas ça pour le basket, on n'a pas ça pour les autres sports, bien évidemment. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre, a pris une position, après m'avoir consulté, avec le président de la Ligue de football, d'interdiction systématique de la venue des supporters extérieurs, suite notamment à la mort de ce supporter à Nantes. Voilà. Donc nous avons fait cela pour créer un électrochoc. Là, je vais interdire les supporters de Séville de venir à Lens. Il faut vite que nous parlions de ce sujet parce que l'annonce ce soir, c'est que les supporters du FC Séville, on rappelle la Ligue des champions du Racing Club de Lens contre Séville, ne pourront pas venir à Lens. Ne pourront pas venir à Lens. Exactement. Parce qu'il y a encore 15 ou 20 ans, ou il y a même 5-7 ans, partout en Europe et en France, les violences étaient dans le stade. Vous aurez constaté qu'aujourd'hui, les violences sont en dehors du stade. Donc il y a des choses qui ont avancé quand même. On a mis la fin à l'hooliganisme dans le stade. Et cette violence, elle se reporte à l'extérieur du stade. Donc après avoir travaillé dans le stade à des interdictions, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus ferme, beaucoup plus fort sur en dehors du stade. Et donc c'est pour ça qu'on y travaille avec Amélie Oudéa. Là, vous parlez d'électrochoc. Est-ce que ça veut dire qu'on est sur une mesure temporaire ou qui pourrait durer plus longtemps Mais je constate que quand on interdit de stade des personnes violentes, ça marche. Il y a moins de violence dans le stade. Regardez aujourd'hui le Parc des Princes et puis même regardez ce qui se passe d'ailleurs en Angleterre. C'est très différent de ce qui se passait auparavant. Peut-être faut-il réfléchir à une interdiction en dehors du stade, en dehors du périmètre du stade pour les supporters les plus violents. En tout cas, avec le président de la Ligue de football, nous aurons ce débat et on l'aura très rapidement parce que le sport qu'est le football est magnifique. Il ne peut pas être gâché. On ne peut pas avoir peur d'envoyer ses enfants comme supporters, comme je l'ai fait quand j'étais adolescent, parce que ça se passera mal. Ce que répondent certains justement dans des interdictions, c'est que souvent les motifs qui sont donnés, c'est la mobilisation des forces de l'ordre parce qu'il y a d'autres événements. Mais finalement, parfois, ces interdictions vont plus mobiliser de policiers que ce qui en aurait besoin initialement. Non, parce qu'il y a des pointages. Vous savez, quelqu'un qui doit pas être dans un stade, par exemple, il doit dire, à la mi-temps du match, il doit aller au commissariat ou à la gendarmerie pour pointer, pour bien montrer qu'il n'est pas. Et ça mobilise aussi beaucoup de policiers par ailleurs pour faire interdire. Non, parce qu'ils sont au commissariat. Les policiers sont toujours 24 heures sur 24 au commissariat. Donc si vous faites pointer quelqu'un à la mi-temps, vous savez qu'il n'est pas près du stade. Donc non. La difficulté, c'est qu'il faut mettre fin à la violence d'une petite partie de supporters. Mais manifestement une partie très violente qui entraîne la mort, et notamment c'est le cas à Nantes, et on ne peut pas regarder les choses en disant c'est comme ça et puis c'est tout. Quand on parle de violence dans les stades, permettez-moi ce petit flashback, on se rappelle des incidents qui sont tenus aux abords du Stade de France lors de la finale Ligue des Champions. Vous avez alors déclaré, il n'y a manifestement que dans le football, et singulièrement que dans le football, avec certains clubs anglais qu'il y a ces événements. Avec le recul, 1 an et demi plus tard, est-ce que vous regrettez cette phrase ? Non, je ne la regrette pas. Il y a eu plusieurs problèmes au Stade de France lors de cette finale de Ligue des Champions. Il y a eu un problème d'organisation de la police. On l'a dit, je suis allé dans la commission et je l'ai explicité, comme le préfet de police allemand. On a trop mis de force pour lutter contre l'hooliganisme et pas assez de force pour lutter contre la délinquance. Et ce qui s'est passé au Stade de France, c'est avant tout un sujet de délinquance. Donc maintenant, on a réglé le problème. Vous avez vu, ça fait plus d'1 an et demi que les choses fonctionnent. Il y a eu plein de matchs, il y a eu plein d'événements au Stade de France. Ça s'est toujours extrêmement bien passé. Foot et pas foot, voilà. Deuxièmement, on a eu un problème de billettique, comme on accède au stade, avec des billets qui n'étaient pas tous des billets électroniques. Donc désormais, c'est une bonne chose, notamment en Coupe du Monde de rugby, on a tiré des conséquences. Tous les billets sont tracés électroniquement. Et puis, il y a manifestement eu, et ça c'est un problème important, un problème de transport, puisque je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout le monde est arrivé par la même porte, ou quasiment tout le monde par la même porte, et ça a créé une pression. Donc il y a eu sans doute, contrairement à ce qu'on a pu penser le soir du match, pas qu'une question évidemment de supporters, il y a eu aussi une question d'organisation de billettique et de billets, et parfois de violence, mais surtout un problème de délinquance. Et je pense ce qui a été très mal vécu, c'est de pointer les supporters anglais alors qu'on était plus sur une délinquance locale. Il y a aussi des enquêtes justice dont personne ne parle, mais qui démontrent qu'il y a eu des fraudes de billets. Voilà, donc la question de la justice se dira à la fin. Ce qui est certain, avec le recul, c'est que nous aurions dû largement mettre plus de policiers pour lutter contre la délinquance.
Et nous ne l'avons pas fait, mais c'était une erreur, que j'assume évidemment avec le préfet de police qui l'a dit avec beaucoup d'honnêteté. On l'a complètement corrigé. Aujourd'hui, il y a des milliers de policiers qui luttent contre la délinquance, qui arrêtent préventivement les gens, et chacun s'aperçoit qu'au Stade de France, ça va beaucoup mieux. Question aussi qui est beaucoup revenue sur les réseaux sociaux, c'est une affaire avec celle du rappeur Freeze Corleone. On rappelle que le préfet interdit son concert à Paris il y a quelques jours. Le tribunal administratif est allé à l'encontre de cette décision. Alors une question simple ce soir, est-ce que vous estimez que c'est un artiste qui ne doit pas se produire en France ? Moi, je ne suis pas là pour juger les artistes qui doivent se produire ou pas. Les préfets, ils ont une consigne. S'il y a un trouble à l'ordre public, si on a des propos antisémites, s'il peut y avoir des problèmes, on interdit. Et après, c'est vrai que le juge donne raison ou pas au préfet. La vie est bien faite, c'est la séparation des pouvoirs. Donc c'est valable pour ce monsieur comme pour plein d'autres événements. Ce n'est pas une question de goût artistique, c'est pas à nous de le choisir. Parce qu'on rappelle qu'il y a eu des propos à caractère antisémite qui ont été tenus, des insultes également à votre rencontre. Oui, mais ça c'est pas grave. Si je devais interdire tous les gens qui m'insultent, mon Dieu, la vérité c'est que les préfets auraient beaucoup de travail. C'est pas ce qu'ils font, c'est pas par rapport à moi, voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, est-ce que le préfet constate qu'il y a un trouble à l'ordre public? Est-ce qu'il y aura des problèmes d'ordre public, des gens qui vont se battre ou des appels au meurtre, voilà, par exemple. C'est une décision locale ou de se dire nationalement, voilà, enfin, moi je reprends pour être très clair cet exemple-là de Freeze Corleone. Je ne le fais pour personne, y compris pour M. Dieudonné. Voilà, il n'y a pas de consigne générale. Les préfets sont des gens très importants dans leur territoire, ils ont des responsabilités, ils connaissent ces consignes générales. C'est jamais ad hominem, c'est jamais contre une personne, c'est s'il y a un risque, en votre âme et conscience, vous devez prendre votre arrêté. Et puis après, la justice juge. La justice juge. Et quand nous, on est des gens républicains et démocrates, si la justice se dit qu'on a tort, on organise évidemment les choses. Alors, au sein de la communauté brute, il y avait aussi une question, parce qu'on a eu la chance de pouvoir vous mettre en relation avec notre communauté, sur Karim Benzema. Voilà, avec le recul, est-ce que vous maintenez vos propos sur un lien notoire entre Karim Benzema et les frères musulmans ? Moi, je maintiens mon propos qu'il y a un djihadisme d'atmosphère, il y a une conception qui mène vers l'islam radical, et il y a des promoteurs de cet islam radical. Moi, je regrette. Dont lui. Moi, je trouve que c'est un immense footballeur, j'ai aucun problème personnellement contre lui, mais quand M. Benzema ne dit jamais un mot pour l'assassinat des professeurs, ne dit jamais un mot quand il y a des attentats terroristes islamistes en France, je le regrette parce qu'il est suivi par des millions de personnes. C'est pas simplement un footballeur, c'est quelqu'un qui est suivi par des millions de personnes. Mais pareil pour un chanteur. Alors, vous pouvez critiquer ce fait-là, mais parler d'un lien notoire avec les frères musulmans, ce sont des faits et j'imagine que... Moi, j'ai constaté que l'avocat de M. Benzema a dit qu'il porterait plainte, il ne l'a pas fait. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a aucune plainte? Non, en tout cas pas à ma connaissance, et je pense que je l'aurais su, ça fait plusieurs semaines. Donc, vous maintenez ces propos. Une autre question, notamment sur un tout autre sujet, sur Instagram. Lil Adams qui vous interroge directement. Comment vous vous sentez après avoir perdu contre la dissolution des soulèvements de la Terre ? Pas bien, parce que d'abord je respecte évidemment la décision de justice, incontestablement. Le rapporteur public avait dit que j'avais raison, le tribunal décide autrement, moi je respecte les décisions de droit. Je constate que ces dernières heures, vous l'avez vu, les soulèvements de la Terre sont allés faire des actes contre le droit, en allant attaquer par exemple des usines Lafarge. Voilà. Je regrette ça, parce qu'on laisse continuer des personnes d'être violents contre les biens. Et vous savez, on parle d'une action qui s'est déroulée cet après-midi à Paris. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise, le droit, le tribunal l'a dit, c'est pas la première fois que je regretterai une décision de justice, mais je la respecte. Vous savez, dans ce débat, c'est quelque chose de très important. Est-ce que la violence contre les biens est légitime au nom d'une cause? Est-ce que j'ai le droit de détruire votre appartement ou le plateau de brut parce que je ne suis pas d'accord avec telle ou telle chose? Vous diriez légitimement, non, c'est le bien, vous savez, c'est la déclaration des droits de l'homme, la propriété. Vous faites référence aux énoncts de Sainte-Soline. Oui, les bassines qui ont été validées par la justice, le champ des agriculteurs ou des usines. Voilà. Est-ce qu'on a le droit au nom d'une cause de détruire un bien? Moi, je ne le pense pas. Je le regrette. Et oui, c'est pas bien. Pour moi, je trouve que c'est pas une bonne décision, mais je la respecte. On parle de cette dissolution-là. Est-ce que, je vous ai posé la question tout à l'heure par rapport à des groupes d'ultra-droite, est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres groupes écologistes ou qui se présentent ainsi, qui seraient dans votre vision? Non. D'abord, moi, ce n'est pas des écologistes. Je respecte évidemment, y compris ceux qui ont une vision très dure de ce que doit être une écologie pour laquelle je n'aurais pas la même opinion. Ce ne sont pas des écologistes, les soulèvements de la Terre? Moi, je pense que ce sont des gens d'ultra-gauche qui sont très violents et qui utilisent l'écologie à des fins politiques, parce qu'ils n'aiment pas la propriété, ils n'aiment pas le capitalisme, ils n'aiment pas les entreprises. Voilà, donc moi, je n'attaque pas, je suis sensible aux questions écologiques. Simplement, je ne pense pas qu'une société doit substituer la violence personnelle à la violence de l'État. Seul l'État a une violence légitime. Seul l'État peut contraindre. Mais pour ça, il faut gagner les élections. Et quand on gagne les élections, on fait voter des lois qui sont conformes à ce que votent les gens. Si, parce que je ne suis pas d'accord et que je suis minoritaire, je suis violent pour faire entendre ma raison, c'est plus la société. C'est la loi des plus forts contre les plus faibles, c'est la loi de la violence. C'est pas ça une démocratie. La démocratie, c'est on fait de la politique, on essaie de gagner les élections, et puis quand on est en responsabilité, on applique son programme. Mais c'est pas je suis minoritaire,
Et j'utilise la violence pour faire un peu de terreur, il n'y a pas d'autre mot, contre des chefs d'entreprise, contre des politiques ou contre des personnes. Une question qui a fait aussi beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, mais en prenant, parce que je sais que vous avez déjà réagi vendredi dessus, sur la fête d'Hanouka qui a eu lieu à l'Élysée, le CRIF estime que c'est une erreur que cette fête juive d'Hanouka ait eu lieu à l'Élysée en présence d'Emmanuel Macron. Ils n'ont pas le terme d'erreur. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Non, bon, j'étais pas là. Moi, je constate que le président de la République il a reçu un prix. Non plus, mais on a vu les images. Oui, ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai vu que le président de la République a reçu un prix contre l'antisémitisme. Il y avait le grand rabbin de France. C'est pas le président de la République. Le CRIF qui dit que c'est une erreur, c'est quand même parlant. Mais moi, je laisse la responsabilité du CRIF. Je trouve qu'il n'y a pas de sujet. La laïcité, c'est pas la négation des religions. La laïcité, c'est pas les religions doivent se cacher. La laïcité, ces religions peuvent s'exprimer et l'État n'en choisit aucune. Le président de la République, vous l'aurez constaté, a parlé de cette fête juive pendant qu'il était en train de visiter Notre-Dame. On ne va pas reprocher au président de la République d'aller visiter Notre-Dame. J'ai accompagné le président de la République. Une visite dans un lieu. Non, mais j'ai déjà une réception dans un lieu politique. Mais il n'y a aucun problème. Quand j'étais maire, je recevais les responsables de religion dans ma commune, ce que font tous les maires, j'imagine, de France, et je l'espère pour eux, et quels que soient musulmans, catholiques ou juifs. Et là, en plus, dans une période particulière, les juifs dans notre pays, connaissent des actes sans précédent. Moi, le président a voulu montrer son soutien aux Juifs de France. Il ne l'a pas montré lors de la marche contre l'antisémitisme. Le président de la République est libre de son agenda, il fait ce qu'il souhaite. Voilà. Bon, donc moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu de cérémonie religieuse à l'Élysée. Il y a eu la volonté, parce que c'était le jour de la fête de Hanouka, par le grand rabbin, d'allumer une première de ses bougies. C'est pas un drame. La laïcité, c'est pas la négation des religions. Moi, je suis pour que les gens puissent dans la rue exprimer leur opinion religieuse. J'ai jamais été contre. J'ai jamais été contre. De quelle façon? Jusqu'à où? Mais vous savez, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10, dit que nul ne peut être inquiété pour ses religions, même religieuses. C'est très clairement dit. C'est un droit de l'homme. Donc quelqu'un porte le voile dans la rue, à condition qu'il ne soit pas intégral, un foulard, ou quelqu'un porte une kippa, il a le droit de le faire dans la rue. Voilà, il a le droit. Il ne le fait pas quand il est professeur ou quand il est. Limite, c'est quoi? Quelqu'un qui prie dans la rue? C'est quoi? Non, mais la laïcité, c'est très bien fait. Elle refuse ça. Elle refuse des processions, elle refuse la prière dans la rue. Mais elle accepte l'expression. On ne va pas interdire aux curés de se balader en soutane ou aux musulmans de ne pas porter, s'ils le souhaitent, leur foulard quand c'est une femme. À partir du moment où je vois son visage, quel est le problème? Est-ce que vous comprenez que une partie de la population ait pu se sentir à se dire est-ce que d'autres fêtes, d'autres religions auraient eu le même accueil, ou il y aurait eu d'autres fêtes qui auraient pu avoir lieu à l'intérieur de l'Élysée? D'abord, dans un moment particulier, les Juifs sont particulièrement attaqués. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas pour le président de la République. Il recevait un prix contre l'antisémitisme. Et moi, j'ai accompagné le président de la République dans de multiples réunions à l'Élysée en recevant les responsables religieux. On a reçu 5 fois, je crois, l'année dernière, les responsables musulmans. Voilà. Les responsables musulmans ont fait la même procès au président de la République, ça n'a pas de sens. Le président. Non, mais là, il n'a pas été fêté à l'Élysée. Le président. Mais attendez, on a déjà fait la rupture du jeûne du Ramadan. Où est le problème? Bon, on a déjà invité des personnes pour pouvoir exprimer leur position religieuse à l'Élysée. Moi, je pense que nous avons une conception parfois étriquée de la laïcité. La religion n'est pas l'ennemi de la société. La religion doit s'arrêter au moment où la politique commence. C'est pour ça qu'il faut lutter contre les religions qui dérivent vers des positions politiques. Mais la religion n'est pas l'ennemi de la société. Et la laïcité n'est pas la négation des religions, mais permettre au contraire à chacune de s'exprimer. Moi, je suis très fier d'être dans un pays où les juifs peuvent vivre leur foi, les musulmans vivent leur foi, les chrétiens vivent leur foi, et puis ceux qui n'en ont aucune, de pouvoir vivre sans aucune pression. Ce qui ne va pas, c'est quand les juifs, les musulmans, les chrétiens souhaitent mettre les règles de leur religion sur toute la société. Ça, c'est non, bien évidemment. Mais il n'y a aucune raison de ne pas les respecter. Dernière question, elle est plus personnelle celle-là. Alors on va un petit peu plus loin, hein. On va en 2027 pour la prochaine présidentielle. Vous voyez jouer quel rôle à ce moment-là? Moi, j'espère que j'aurai été un bon ministre. J'espère que j'aurai aidé à protéger les Français. En tout cas, je fais le maximum pour ça. Et j'espère que j'aiderai la personne la mieux placée pour battre Marine Le Pen. Parce que je pense que ça peut être vous? Moi, je pense qu'Édouard Philippe est le mieux placé aujourd'hui au moment où je vous parle. Je ne rêve pas d'être président de la République particulièrement. Je suis très fier d'être ministre de l'Intérieur à 40 ans. Pour moi, de là où je viens, je suis fils d'une femme de ménage. C'est du grand-père immigré. Vraiment, je suis très reconnaissant à la République. Maintenant, je dis, on ne peut pas dire jamais. Voilà, mais moi, je souhaite qu'Édouard Philippe puisse porter cela, s'il respecte un certain nombre de choses sur lesquelles on peut être d'accord ou pas. Il faut qu'on en discute. Quel est son projet?
Quels sont les points On ne va pas parler de 27 maintenant. Mais c'est quand même, ça va aller très vite, vous savez. Oui, mais en même temps, en politique, il se passe beaucoup de choses. En effet. Et voilà. Donc moi, personne ne comprendrait que je m'occupe de 27 alors que là, je dois protéger les Français. Donc on aura ce débat à ce moment-là. Mais si c'est le mieux placé, moi je pense qu'il faut soutenir le mieux placé. Parce que je crois que Mme Le Pen peut gagner l'élection présidentielle. Voilà, je pense que c'est dangereux pour notre pays, même si je respecte Mme Le Pen. Je pense que nous ne devons pas avoir des petites batailles d'ego et qu'on doit choisir le mieux placé. Si c'est Édouard Philippe, je le soutiendrai bien volontiers. Marine Le Pen, justement, il y a cette question de se dire, Emmanuel Macron en 2017 s'était présenté un peu comme le dernier rempart face au Rassemblement national. Aujourd'hui, Marine Le Pen est très haut dans les sondages. Est-ce qu'il n'y a pas une forme déjà peut-être de semi-échec ? En tout cas, il l'a battu 2 fois. Bon, donc c'est déjà un premier point, parce que regardez autour de nous. Autour de nous, c'est Mme Meloni en Italie, c'est le Brexit en Angleterre, c'est M. Trump aux États-Unis, le nouveau président argentin dans un pays occidental. Bon, c'est l'AfD très forte en Allemagne, c'est Vox très fort en Espagne, c'est les Pays-Bas qui élisent un gouvernement d'extrême droite, c'est la Suède gouvernement d'extrême droite, c'est le cas en Hongrie. Bon. Donc en France, on a été épargné par l'extrême droite du fait de l'action du président de la République. Après, si vous voulez me dire que tout n'est pas réussi parce que Mme Le Pen est très forte, vous avez raison. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte, c'est pour ça qu'il faut une loi immigration très ferme, parce que si on ne prend pas la fermeté sur l'immigration, alors Mme Le Pen dira, en fait c'est des incapables, ils ne prennent pas des bonnes décisions, je vais le faire. Moi, je suis persuadé que notre pays, s'il prend des décisions justes et fermes, de redistribution économique, parce qu'on n'a pas parlé d'économie, mais moi je pense que les ouvriers doivent être mieux payés. On ne peut pas tout faire pour le capital. Donc je suis dans cette majorité à dire attention, il y a quand même des gens qui ne vivent pas du fruit de leur travail, des femmes qui travaillent à 1 400, 1 500 euros par mois et encore, elles ne s'en sortent plus. Donc nous, il faut qu'on soit plus attentifs aux classes ouvrières, aux classes populaires, aux employés, et plus dur sur le régalien, plus dur sur la fermeté contre les étrangers délinquants, contre l'insécurité. Aujourd'hui, vous considérez qu'on n'est pas, en tout cas dans la politique qui est menée par Emmanuel Macron et son gouvernement, pas assez favorable à aider les ouvriers, ceux qui sont en difficulté. On a fait des choses, on a fait les heures supplémentaires défiscalisées par exemple, on a augmenté des rémunérations, mais je pense qu'on devrait dire davantage aux entreprises d'augmenter les salaires. Je pense qu'on devrait davantage aider les petites gens, et c'est pas un mot négatif dans la bouche, c'est les gens de Tourcoing, là où je suis, là d'où je viens, quand on travaille très dur. On ne peut pas gagner 1 300, 1 400 euros, c'est pas possible. Et encore, il y a des gens qui gagnent moins que ça. Et on s'en sort pas, parce que personne, en tout cas, aucun des ministres ne vivrait avec 1 200 euros, il faut le dire la vérité. Donc il y a plein de gens qui subissent cette frustration, ces difficultés alors qu'ils bossent, et ils sont emmerdés par ailleurs, pardon de ce mot un peu vulgaire, mais je pense que c'est ce qui résume la situation, par des gens qui vont attaquer leur voiture, qui vont emmerder leurs filles dans le métro. Voilà. Donc ils veulent à la fois mieux vivre du fruit de leur travail, qu'on reconnaisse le travail, et peut-être qu'il faut faire davantage encore pour les travailleurs. Moi, je le dis souvent au ministère de l'économie, il faut davantage reconnaître. Vous écoutez pas assez ? On n'a pas toujours les mêmes filiations. Voilà, moi, je suis élu d'un coin populaire, à Tourcoing. Je suis fils d'un mec qui tient un bar tabac. Voilà. Et pourtant, la base de la même famille politique. Oui, mais il y a plusieurs couleurs dans l'arc-en-ciel. On a le droit de ne pas avoir la même... voilà, je ne suis pas fils de ministre, fils d'ambassadeur. Je n'ai pas fait de grandes études. J'en ai fait des moyennes, je pense. Voilà. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ne s'en sortent pas. Il y a plein de... les femmes qui sont à l'hôpital, qui bossent à l'hôpital, les infirmières de Tourcoing, moi je les vois. Et à 1 500 euros par mois, alors qu'elles bossent vraiment très difficilement, elles se disent mais moi je m'en sors pas. Et j'ai l'impression qui réclament au gouvernement des augmentations qui ne sont pas en Mais il y en a eu, elles le savent d'ailleurs, mais elles disent pas assez. Et surtout elles disent il n'y a pas assez de différence entre ceux qui bossent et ceux qui bossent pas. Et moi je pense que ça c'est un moment très important. Il faut pouvoir dire oui à ceux qui bossent, on va les aider. Ceux qui bossent pas, désolé. Alors s'ils peuvent pas bosser pour des raisons personnelles, de handicap par exemple, évidemment qu'on doit les accompagner. Mais si c'est juste parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils doivent être moins aider que ceux qui travaillent. Et on ne le fait pas encore assez, et il faut le faire plus. Il faut écouter tous ces gens ouvriers, employés. Il faut quoi, augmenter le SMIC ? Je pense moi, je pense que l'État a fait beaucoup de choses, et maintenant c'est aux entreprises de le faire. Voilà. L'État a fait beaucoup de choses, c'est aux entreprises de le faire, et je pense que c'est au gouvernement de dire aux entreprises de le faire, quitte à les contraindre à le faire. Donc les contraintes à le faire. Ce sera le mot de la fin de cette interview. Merci à vous, Gérald Darmanin, d'être venu au cœur de la rédaction de Brut répondre à mes questions, aussi celles des internautes de la communauté Brut qu'on salue ce soir. Vous remercier, vous dire évidemment que l'intégralité de cette interview sera retrouvée sur le compte Facebook de Brut, des extraits à retrouver évidemment sur TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook et également X, anciennement Twitter. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite en direct sur Brut. D'ici là, prenez soin de vous et passez une très bonne fin de week-end. À bientôt sur Brut. Salut.